m'appelle Michel Vievurka, je suis sociologue, chercheur en sociologie, en sciences sociales. Très heureux d'être invité par Nemosis TV. Et mes recherches, je pense que c'est ça dont nous allons parler, portent sur la démocratie, mais aussi des phénomènes inquiétants, le terrorisme, le racisme, la violence, l'antisémitisme. Voilà, en gros. Bonjour Michel, merci d'avoir accepté l'invitation Bonjour. sur Nemosis TV. C'est un honneur pour moi et un privilège que vous puissiez m'accueillir chez vous. C'est un plaisir, un grand plaisir. Bienvenue. Michel, qui êtes-vous? D'où venez-vous et que faites-vous? Alors, je suis socialement, dans ma vie publique, un sociologue. Je suis un être humain, bien sûr aussi. Et je suis un sociologue qui a beaucoup travaillé sur les mouvements sociaux, qui a beaucoup étudié les mouvements sociaux, qui a étudié la démocratie, les questions de différences culturelles aussi. Ça, c'est les côtés plutôt positifs de l'existence. Et puis, je me suis aussi intéressé au mal, au malheur, à la violence, au terrorisme, au racisme, enfin, bien des horreurs. Historiquement, il est démontré qu'il y a une guerre tous les 60 ans. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que sociologue? Il y a des périodes où on se dit ouf, on a eu plus que 60 ans de répit. C'est un peu le cas de ma génération. Moi, je suis arrivé, la guerre d'Algérie, c'était pas pour ma génération. Je suis né en 46. La guerre d'Algérie, ça se termine en 62. Vous voyez, donc je l'ai évité. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai pas connu la guerre, mais je dois dire qu'aujourd'hui, on n'en est pas loin. Et en tout cas, le tragique nous rattrape. Donc parfois, on a plus de temps que 60 ans. Et puis parfois, les guerres se succèdent à un rythme accéléré. Regardez, 70, 14-18, ça fait pas 60 ans, ça en fait plutôt 45. 14-18, 39-45, c'est la même chose. Donc parfois, on a plus de temps, parfois on a moins de temps entre deux grandes guerres, et donc j'éviterai de trop théoriser, et je me demanderai surtout comment on évite la guerre, à quelles conditions la paix peut l'emporter sur la guerre, le droit sur la violence ou sur la force, la justice sur le chaos, etc. Dans un monde de plus en plus globalisé, les revendications identitaires sont de plus en plus fortes. Comment expliquez-vous ce paradoxe? Ah, c'est une belle question. Il y a vraiment un paradoxe. Comment se fait-il que dans un monde qui se globalise, où il y a plein d'échanges, où il n'y a pas de frontières pour l'économie, que les idées circulent à toute vitesse, enfin, ça brasse beaucoup de choses, chacun peut être un individu dans ce monde, comment se fait-il que des gens éprouvent le besoin de se référer à des identités? Alors je pense que la première et principale réponse, c'est que ce besoin correspond à la nécessité de se défendre, de se protéger face à la globalisation. La globalisation, elle est ravageuse, elle détruit tout. Sur son passage, il n'y a plus que des individus avec des gagnants et des perdants. Alors il y a beaucoup de gens qui disent, mais il faut que je me défende. Et comment je vais me défendre? Eh bien, je vais me défendre en me reconnaissant dans quelque chose de collectif, Dans un groupuscule. pas forcément un groupuscule, ça peut être énorme, mais quelque chose qui est le contraire de cette force du marché libéral, de l'ouverture totale. Et donc, je me replie sur une identité qui me protège, c'est la première chose, qui me protège de cette mondialisation. Ça, je crois que c'est l'essentiel. Que nous apprennent les mouvements sociaux comme les Gilets jaunes, les Black Lives Matter sur les mutations actuelles du militantisme? Alors, il faut bien voir qu'il y a deux dimensions dans votre question. Il y a les formes du militantisme. Elles ont changé. On ne se mobilise pas aujourd'hui comme on se mobilisait il y a 2 siècles, ou il y a même 1 siècle. Regardez même les discussions sur les grèves. On ne fait plus les grèves de la même façon. Les grèves, elles ne se jouent pas tellement dans les entreprises. Elles visent plutôt à paralyser un pays tout entier de l'extérieur des entreprises. Vous voyez? Donc, les formes des mobilisations ont changé. Mais ce qui me semble plus intéressant encore, c'est que le sens des mobilisations a changé. Et je m'explique. Avec les exemples que vous avez pris qui sont excellents. Vous avez des mobilisations qui renvoient d'abord à une question sociale. L'essence coûte trop cher, je ne peux pas me déplacer, enfin le côté gilet jaune. Ça, je dirais, c'est propre à la société actuelle, mais c'était propre à d'autres sociétés avant, et ça le sera certainement après. C'est des questions sociales, je dirais, qui ne renvoient pas à un changement de type de société, en tout cas pas directement. J'ai besoin de me déplacer pour aller travailler. On a toujours eu besoin de se déplacer. Simplement, dans le temps, on prenait son vélo quand il n'y avait pas la voiture. Je simplifie.
Par contre, vous avez des mobilisations qui nous indiquent autre chose, qui nous indiquent qu'on est en train d'entrer dans un nouveau monde, dans un monde complètement différent. Et les mobilisations antiracistes ont quelque chose de cet ordre-là. Parce qu'il n'y avait pas de mobilisation antiraciste comme il y en a aujourd'hui, ou en tout cas à l'échelle d'aujourd'hui. Et les mobilisations antiracistes aujourd'hui, elles ont des dimensions éthiques qui n'étaient pas exactement les mêmes dans le passé. Les mouvements de femmes aujourd'hui qui sont très importants, c'est relativement récent, il y en a depuis un siècle, hein, mais les formes qu'elles ont prises, MeToo, c'est nouveau. Les mouvements qui nous disent on ne veut plus que les enfants soient martyrisés, violés, violentés, etc., dans les pensionnats, dans les institutions fermées. C'est récent aussi. Il y a un siècle, les institutions fermées protégeaient les violeurs, les criminels, et n'écoutaient pas les victimes. On l'a vu encore, on le voit encore chaque jour. Et puis aussi, les grandes mobilisations d'aujourd'hui sur l'environnement, le changement climatique. C'est nouveau. Il y a 100 ans, ça n'intéressait personne. Le changement climatique, on en parlait même, ça n'existait pas. Et donc, c'est les mobilisations qui nous disent d'autres choses, qui nous parlent de l'humanité, qui nous parlent des nouvelles générations, qui nous parlent des rapports entre les hommes et les femmes, qui nous parlent des rapports entre l'homme et la nature. Aujourd'hui, on a un rapport aux animaux qui n'est plus du tout le même. Vous avez des mouvements pour promouvoir, comment dirais-je, le respect, la protection des animaux qui n'existaient pas du tout. Bref, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a d'une part des luttes, des contestations sociales qui n'ont rien de spécialement neuf, qui traversent l'histoire en quelque sorte, parce qu'on a toujours besoin d'être moins victime d'inégalités, d'injustices sociales, parce qu'on a besoin de gagner sa vie, parce qu'on a besoin de pouvoir se reposer, etc. Bon, ça c'est vieux, peut-être pas comme le monde, mais c'est ancien. C'est vieux comme le monde, puisque la Bible nous dit qu'il faut s'arrêter de travailler le dimanche. Donc ça veut bien dire qu'il y a quelque chose d'ancien. Bon, et puis vous avez des mobilisations qui traduisent le passage d'un type de société à un autre type de société. Voilà la différence, et voilà en quoi certaines choses changent et d'autres ne changent pas. Vous en pensez quoi du mouvement du 10 septembre? Alors, je vais vous dire, je suis prudent. Je n'ai aucun enthousiasme, mais je pense que ce mouvement va laisser échapper, je pense, l'exaspération, le ressentiment, parfois peut-être la colère d'une grande partie de la population. Donc c'est un petit côté gilet jaune, pour le dire autrement. Bon, mais ça c'est le sens de la contestation. Et puis ensuite il y a la façon dont elle est prise en charge politiquement. Et là je suis très réservé parce que je pense que ça peut alimenter de l'extrémisme politique, à l'extrême droite comme à l'extrême gauche. Et ça, c'est dommage. Autrement dit, ce qui manque dans ce pays, c'est le système politique qui pourrait traiter ces questions, qui pourrait les prendre en charge, qui pourrait les transformer en débat, en pression, en négociation, en compromis, oui. Mais non, quand on n'a pas ça, quand on a un chef d'État qui a dit « moi je dissous la Chambre, ça m'est égal », quand le même chef d'État nous dit que les corps intermédiaires, ça ne l'intéresse pas, c'était toute sa politique pendant son premier mandat, ben oui, on arrive à un moment où il n'y a plus rien entre l'exaspération, la colère, le ressentiment et le pouvoir. Et ben ça prend des formes comme ça, mais ça risque de ne pas aller plus loin que l'expression de la colère. Vous aurez le 18, quelques jours plus tard, une mobilisation syndicale. Alors là, c'est plus structuré, plus organisé, mais est-ce que ça va être capable d'embrayer sur un traitement politique? Peut-être davantage, mais je n'en suis pas certain. Et qui peut en être certain aujourd'hui? Absolument, absolument. Les réseaux sociaux ont-ils transformé en profondeur les formes de mobilisation collective? Évidemment, évidemment. Alors, vous savez, il y avait un sociologue que moi, il y a quelques années, qui s'appelait Charles Tilly, un Américain, qui avait dit quelque chose de très intéressant. Il avait dit, à chaque époque, son répertoire des formes de l'action collective. Eh bien, aujourd'hui, le répertoire de l'action collective, il inclut les réseaux sociaux. Et je dirais plus largement le téléphone mobile et Internet. Et ça change énormément de choses. Mais parfois, on a des grosses surprises. Je vais vous en raconter une. Il y a déjà quelques années, des émeutes énormes au Royaume-Uni. Et le Premier ministre de l'époque, c'était Cameron, dit « Ah, ces émeutes n'ont jamais été aussi violentes que là où il y a des réseaux sociaux, des téléphones mobiles, la communication entre les gens qui se mobilisent. »
Et il y a un chercheur qui a démontré immédiatement, en utilisant des technologies numériques, que c'était faux et que c'était le contraire, que la mobilisation était bien plus forte là où il n'y avait pas les réseaux sociaux, Internet et le téléphone mobile. Donc il faut se méfier des idées trop simples. Et les réseaux sociaux peuvent avoir un rôle très positif ou un rôle très négatif. Par exemple, il y a eu au début des années 2010 des mouvements qu'on a appelés les révolutions arabes, dans un certain... Mais c'était formidable, c'était des gens qui voulaient la démocratie, qui se mobilisaient sans violence, étaient laminés ensuite, ça s'est mal passé. Mais quand même, au début, c'était ça. Mais les réseaux sociaux ont été très utiles pour mettre tout le monde en relation, s'organiser, réfléchir ensemble, etc. Donc ça, c'est vrai dans toutes les luttes aujourd'hui. Et là, c'était positif. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux véhiculent aussi la haine, les appels à la violence, l'antisémitisme, le racisme, enfin, les pires horreurs. Et donc, oui, les réseaux sociaux pèsent sur toutes les mobilisations collectives, parfois pour le meilleur, et malheureusement aujourd'hui, trop souvent, plutôt pour le pire. La violence est-elle toujours l'expression d'une parole empêchée, comme vous l'avez pu suggérer, vous, dans vos travaux? Alors, il n'y a pas une source de la violence ou une forme de la violence, il y en a plein. Et donc, dans certains cas, et c'est effectivement des formes de violence qui m'ont beaucoup intéressé, la violence surgit parce qu'il n'y a pas possibilité de traiter autrement, de dire autrement un problème. Si vous êtes bâillonné, si vous n'avez pas de lieu où vous pouvez vous exprimer, si il n'y a pas de négociation possible par rapport à un problème que vous avez, enfin, eh ben bon, à bout d'un moment, il faut bien que ça sorte. Et ça sortira par la violence. Et la violence entraîne la violence, de l'autre côté, la répression qui peut être elle-même violente, exacerber les choses. Et la violence en plus, et c'est pour ça que c'est compliqué, la violence, elle peut avoir sa trajectoire propre, elle s'auto-alimente aussi. Et donc, quand on veut réfléchir à la violence, le plus urgent, c'est ce que vous dites. Regardez, qu'est-ce qui est empêché d'expression? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de traitement politique de ce que veulent certaines personnes? Ça, c'est le point de départ. Mais ensuite, ça peut dégénérer, ça peut prendre un tour. Je vous en donne un exemple concret, si vous voulez. Vous avez eu, dans les années 70, dans quelques pays du monde occidental, notamment en Italie, du terrorisme d'extrême gauche. Au début, c'est pas du terrorisme. Au début, il y a de l'agitation ouvrière, des ouvriers qui protestent, de la contestation. Et puis, c'est pas traité ou mal traité, et ça tourne mal. Qu'est-ce qui se passe? Au lieu de dire on arrête tout, les gauchistes qui se mobilisaient comme ça, au lieu de dire on arrête tout, certains ont dit non, on continue. Et là, ils continuent alors que les ouvriers dont ils se réclamaient s'en fichaient complètement, ne voulaient plus de la violence, ou pas de la violence. Ils en acceptaient un petit peu, mais pas beaucoup. Et donc, il arrivait à un moment où il y avait des gens qui tuaient, qui jambisaient, qui tiraient dans les jambes, enfin, des criminels, au nom d'un mouvement ouvrier qu'ils ne se reconnaissaient plus du tout dans ce qu'ils disaient et dans ce qu'ils faisaient. Et donc, au départ, la violence, c'était, disons, du traitement politique impossible pour certaines demandes. Et puis à l'arrivée, c'est la folie pure, c'est on assassine n'importe comment. Donc je prends cet exemple pour vous dire que la violence, elle s'autoproduit aussi, mais au début, il y a, je crois, très souvent des questions de non-négociation. Et je pense que c'est très intéressant de développer un domaine de recherche qui n'existe pratiquement pas aujourd'hui, qui est étudier la sortie de la violence. Pas la violence, il y a plein de travaux là-dessus. Mais comment on sort de la violence? Il y a plein de petites choses. Par exemple, il y a des gens qui s'intéressent à la déradicalisation. Comment faire en sorte que des femmes qui sont allées rejoindre Daesh puis reviennent en France, on se croit bien assuré qu'elles sortent de cet état d'esprit. Des choses comme ça, c'est très important. Donc voilà, on sait essayer de faire certaines choses, mais on sait aussi réfléchir à comment mettre fin à un mouvement terroriste ou à une guérilla par la négociation. J'étais assez souvent en Colombie dans le passé, et là il y avait quelque chose de formidable. Le gouvernement et la principale guérilla du pays qui avaient accepté tous les deux de négocier la fin de la guérilla. C'est très compliqué, parce que si vous voulez la paix, vous n'aurez pas forcément la justice. La paix, c'est on arrête la violence. Et dans ce cas-là, la guérilla dit d'accord, mais vous ne nous poursuivez pas en justice, hein, vous nous amnistiez. Ou bien vous dites je veux la justice. Vous voulez que tous ceux qui ont utilisé les armes soient sanctionnés, punis, tous ceux qui ont fait des meurtres, des crimes. Et bien dans ce cas-là, vous n'aurez pas la paix parce que nous, on continuera jusqu'à la guérilla.
Donc comment concilier, Il y a un rapport de force. Hein. voilà, et comment concilier l'exigence de paix et l'exigence de justice. Et c'était très compliqué. Il y a un personnage admirable, c'est Mandela, qui a trouvé une formule qui aboutit aux la fameuse commission vérité et réconciliation. Bon, il n'y a pas beaucoup de Mandela, ça c'est clair. Et donc, vous voyez, c'est le problème de la sortie de la violence, c'est un immense problème, et on ne sait pas trop comment faire. Si je vous dis que vous savez vraiment comment on pourra régler le conflit israélo-palestinien, ou comment on va sortir de la guerre en Ukraine, vous me regardez, vous dites, j'aimerais tout savoir. Quel est selon vous le rôle du chercheur face aux enjeux sociaux d'aujourd'hui? Alors, le chercheur, c'est un chercheur. Et donc, le chercheur, il cherche. Et il cherche, mais pas pour chercher, il cherche pour trouver. Et il cherche une solution. pour trouver non pas des solutions, mais des connaissances. Connaissance. Je pense que... Alors, il y a des chercheurs qui disent, moi, je produis des connaissances au nom d'un acteur ou d'un autre. Je travaille pour le gouvernement, je travaille pour le patronat, je travaille pour un syndicat, je travaille pour un mouvement social. Oui, bon, il y a des chercheurs comme ça. C'est pas ma position. Je pense que le chercheur ne doit pas être, alors je vais utiliser un vocabulaire un peu particulier, un intellectuel organique. C'est-à-dire quelqu'un qui est directement l'expression d'un parti, d'une association, enfin d'une force quelconque. Je pense que le chercheur doit dire, moi, je produis des connaissances et je crée ensuite la possibilité d'en discuter, de les faire connaître à l'opinion en général ou à certains acteurs plus en particulier. Mais je ne me mets pas à leur service. Je leur dis, voilà les connaissances que je produis. Si vous voulez en faire quelque chose, j'en serai très heureux. C'est pas la même chose. Donc le chercheur doit produire des connaissances, c'est-à-dire dans mon domaine, faire des enquêtes, faire du terrain. Si j'étais historien, je vous dirais, allez aux archives. Voyez, si je suis anthropologue, je vous dis, allez étudier des gens très lointains et voir comment ça se passe. Donc produire des connaissances. Et moi, j'en produis dans ma société, sur tous les problèmes dont on vient de parler. Et une fois que j'ai produit des connaissances sur un sujet ou sur un autre, je veille à ce qu'elles soient accessibles à ceux qui peuvent en faire quelque chose. Ça marche ou ça marche pas. Malheureusement, aujourd'hui, on n'écoute pas beaucoup les chercheurs. Mais c'est la vie. Michel, si vous aviez un message universel, ça serait quoi? Écoutez, aujourd'hui, c'est un message très limité. Très, très limité. Je pense que... Et c'est français. Mais bon, il faut reconstruire... Enfin, c'est aussi international. Il faut reconstruire de la relation, du rapport social, du rapport politique, dans un monde qui se déchire, parce qu'il y a des identités, parce qu'il y a de la force et non plus du droit, et ce genre de problème dont on a un peu parlé. Et donc je pense que le plus urgent, c'est de reconstruire des relations interpersonnelles, sociales, politiques, culturelles, de reconstruire le plus possible de relations qui peuvent déboucher sur du conflit, mais du conflit non violent, sur de la négociation, sur des compromis, mais qui permettent aujourd'hui d'éviter la violence, la guerre, les horreurs du racisme, et toutes les choses dont on a un peu parlé. Et si je rétrécis un peu ce que je suis en train de vous dire, pour le dire à l'échelle de notre pays, dans cet esprit-là, je pense que le plus urgent est de reconstruire un système politique qui ne soit pas dominé par les extrêmes. C'est-à-dire, on a besoin d'un système politique avec une gauche et une droite, et non pas avec un centre exsangue et une extrême droite et une extrême gauche. Voilà ce que le plus urgent, c'est de reconstruire un système politique. Pour ça, bon, je suis connu pour mon positionnement à gauche, mais je souhaite autant que se reconstruise la droite que se reconstruise la gauche. Michel, merci beaucoup. C'est un plaisir. À la prochaine. Avec plaisir. Merci Michel.